Je me trouve sur la structure de départ du troisième tronçon du téléphérique des Glaciers. Téléphérique des Glaciers, ne le cherchez pas dans aucun guide actuel comme excursion possible à Chamonix, parce que le téléphérique des Glaciers, la dernière fois qu'on en parle, c'est en 1950, pour dire qu'il fermait définitivement ses portes pour travaux. Je dirais c'est effectivement une ruine, mais ça on peut tous le découvrir. Mais c'est les murs, même ces parpaings de béton, nous parlent, nous racontent l'histoire de ces hommes qui se sont battus pour, qui avaient un projet qui est né en 1905, celui de relier la vallée de Chamonix à l'aiguille la plus haute de la chaîne des aiguilles du Midi, c'est-à-dire l'aiguille du Midi qui est juste au-dessus de nous, là-bas, à 3842 mètres d'altitude, c'est-à-dire presque 1450 mètres plus haut que cette structure sur laquelle aujourd'hui je suis assis. Elle me parle et quelque part, je vous avoue qu'elle me dérange. Elle me dérange parce que soit tout est dit et dans ces cas-là, pourquoi garder ces morceaux, ces parpaings de béton? Ou alors tout n'est pas dit et qu'est-ce qui reste à faire peut-être pour réhabiliter son histoire et rappeler que sans ce téléphérique des Glaciers, le téléphérique de l'aiguille du Midi n'existerait pas aujourd'hui. On est exactement à 2414 mètres d'altitude au-dessus de la vallée de Chamonix, à 2400 mètres sous le Mont Blanc, qu'on a en vue directe juste au-dessus de nous. On est à mi-chemin en fait entre l'altitude zéro et l'altitude sommitale du Mont Blanc. On est dans un lieu abandonné, chargé d'une histoire qu'on a un peu oubliée. Je dirais le premier truc qui surprend ici, c'est la différence d'architecture entre la gare des Glaciers, donc l'arrivée du deuxième tronçon du téléphérique commencé en 1909, qui est une gare très majestueuse, tout en pierre de taille, le granit taillé, assemblé par des équipes d'hommes qui ont cru à cette ligne. Et ici, à quelques mètres, donc sur le troisième tronçon, celui qui devait, enfin, qui a conduit au col du Midi, qui a été opérationnel en juin 1940, dans une structure qui ressemble, qui rappelle un peu celle du mur de l'Atlantique, complètement embétonnée, avec des escaliers, et puis surtout au-dessus de moi, cet inquiétant plan incliné, tout fait d'acier, etc., dont on se pose la première question, c'est à quoi ça servait? Cette structure métallique, enfin ce qu'il en reste, il faut savoir une chose, c'est qu'elle était avant coiffée d'un habillage en acier, et surmonté d'une petite cheminée. C'était un mécanisme de contrepoids et de moteur. Tout simplement pourquoi? Figurez-vous que dans un téléphérique classique, vous avez toujours une station de départ et une station d'arrivée, ça tout le monde le sait. Et les contrepoids, ce qui tend le câble et ce qui permet l'équilibre des masses, se fait toujours dans la station d'arrivée. Or, ici, nous sommes à la station de départ du troisième tronçon, celui qui devait conduire au col du Midi. Et les ingénieurs, quand ils ont installé la plateforme d'arrivée au col du Midi, se sont rendus compte de l'impossibilité totale de pouvoir creuser la roche là-haut à plus de 3800 mètres d'altitude, de creuser la roche pour y installer des contrepoids. Donc ils ont pris le problème à l'envers et les contrepoids ont été mis dans la gare de départ. Ce site est abandonné depuis, je dirais, 1950. Donc ça fait 56 ans qu'il est la proie des vents, des neiges, des glaces et en même temps la proie de gens qui ont un peu indélicat aidé à ravager et à transformer tout ce que c'était en ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose d'abominable mais chargé d'histoire en même temps, alors on est très partagé. Chamonix le 4 juillet 1924. Consigne pour les conducteurs pendant la marche. 1. Ne pas parler au public. 2. Surveiller attentivement la ligne dans le sens de la marche et observer que, petit a, le câble porteur soit bien reposé dans son sabot sur le pylône que la voiture va franchir. Petit b.
que le câble frein soit aussi dans son sabot petit c, que le câble tracteur se soulève librement de son rouleau à l'arrivée de la voiture, qu'il ne soit pas coincé dans son rouleau. Si l'un des cas ci-dessus n'était pas en ordre, le conducteur signale par baguette l'arrêt, puis, sans franchir l'endroit dangereux, il signale de revenir à la station d'où il vient. On attend que le temps fasse son œuvre, mais à moins qu'une partie de l'aiguille du Midi ne s'effondre, parce qu'on est à l'aplomb de l'aiguille du Midi, hein, on est à l'aplomb des faces les plus verticales de l'aiguille du Midi, face nord et face ouest. Sinon, c'était quand même une construction qui a été faite pour durer. Donc je pense que ça durera même jusqu'après nous, à moins que quelque part il y ait la volonté de détruire ça. Mais détruire ça, c'est détruire une partie de l'histoire du tourisme de la vallée de Chamonix. Il faut savoir que l'histoire des différentes sociétés qui ont exploité depuis le début du siècle, qui ont exploité cette ligne de téléphérique, c'est une histoire chaotique. C'est une histoire d'hommes qui, en définitive, avaient la volonté d'aller plus vite que les moyens techniques de l'époque le permettaient. Ils se sont mis à l'aplomb de l'aiguille du Midi, c'est-à-dire dans le village des pèlerins, et puis ils se sont dit on va tracer une ligne directe pour remonter jusqu'à l'aiguille. Ça a été le premier réflexe. Ils avaient déjà lutté contre la portée des câbles, la nature des câbles qui ne permettait pas la portance des câbles d'aujourd'hui. Ils avaient aussi à lutter contre le temps, et puis surtout ce qu'ils ont eu à lutter, c'est contre l'environnement, je dirais, géopolitique de l'Europe à cette époque. Les travaux arrêtés à la Première Guerre mondiale, et puis les travaux ici, c'est là où nous sommes exactement sur cette base du troisième tronçon. C'est des travaux qui ont été commencés dans les années, à la fin des années 30, 1936, 1937, 1938, dans une Europe bien bouleversée. Et puis quand c'est devenu opérationnel pour y monter non pas des voyageurs mais déjà des marchandises, parce qu'on n'avait pas encore mis de cabine mais un simple plateau qui montait donc jusqu'au col du Midi, tout au-dessus de nous. On était en juin 1940 et en juin 1940, on avait à cette époque bien d'autres soucis que la viabilité d'un téléphérique. 5. Le conducteur doit annoncer après chaque course tout ce qu'il remarque sur la ligne qui ne serait pas en ordre et demander des instructions. 6. Pendant une course, le conducteur voit que la voiture s'arrête sans qu'il n'ait fait de signaux lui-même. Cela veut dire qu'il y a arrêt du courant électrique ou réparation à la station para ou demande d'arrêt dans l'autre voiture. Dans ce cas, il attendra sans donner de signaux que la course reprenne dans un sens ou dans l'autre. Premier coup de pioche, c'est-à-dire en définitive les enquêtes de faisabilité, c'est 1905. Pour un premier coup de pioche effectif en 1909, tout en bas dans la vallée, donc à la gare des Pèlerins. Après, les travaux qui démarrent en 1910, le premier tronçon, et en 1911 le deuxième tronçon. Donc premier tronçon, les Pèlerins, la Para, deuxième tronçon, la Para, les Glaciers. Et tout s'arrête en 1914 pour cause de guerre. Entre-temps, l'entreprise est le premier promoteur, entre guillemets, de cette œuvre, hein, parce que c'est comme ça qu'il faut le considérer. Un nommé Marc Exter fait des mauvaises affaires et l'entreprise disparaît. On se retrouve après, en 1924, avec l'ouverture du premier tronçon, juste pour la semaine olympique d'hiver. En août 1927, la gare qui est derrière nous est ouverte et opérationnelle. Et puis, à ce moment-là, donc en août 1927, le téléphérique de l'Aiguille du Midi, puisque c'est comme ça qu'il s'appelait, est sacré téléphérique le plus haut du monde. Donc, un afflux de touristes, un afflux de curiosité, l'ouverture de la vallée qui avait déjà 2 lignes de chemin de fer, le tramway du Mont Blanc et le Montanvert, 3 installations, mais premier coup de malchance en 1930 avec l'ouverture du téléphérique par la PLM, l'ouverture du téléphérique Chamonix, Plan Prat, Le Brévent.
Le Brévent, 2500 mètres d'altitude. L'entreprise PLM qui claironne, c'est moi maintenant qui est la ligne la plus haute du monde. Des mauvaises affaires ici. Et 1933, arrêt complet. 1936, un commandant d'artillerie nommé Henri Durteste rachète la ligne pour vraiment une poignée de figues à l'époque, rachète une ligne qui était complètement opérationnelle, qui ne fonctionnait plus mais qui était complètement opérationnelle, revoit une politique commerciale, je dirais, plus agressive avec des tarifs beaucoup moins élevés et la ligne redevient excédentaire. Les championnats du monde de ski en 1938 ici et Henri Durteste, donc avec sa culture de militaire, qui tient à informer les envoyés du gouvernement de l'intérêt stratégique du col du Midi pour pouvoir demander des subventions supplémentaires afin de construire ce troisième tronçon où nous sommes exactement, et vous et moi, et l'ouvrir déjà dans un but de défense du territoire. Juin 40, c'est la fin. Et après, après la guerre, dans les années 45-46, enfin plutôt 46, même 47, la ligne a recommencé, les entrepreneurs de l'époque s'étaient dit cette ligne, il faut maintenant la moderniser. On était toujours dans des cabines qui n'étaient capables que de transporter que 16 passagers. Donc en termes de rentabilité, tout avait vieilli, tout était dans un état catastrophique. Et la ligne s'est arrêtée en 1950 tout simplement parce que ça aurait coûté bien trop cher aux entrepreneurs de l'époque de la moderniser pour la rendre définitivement viable. 1950 aussi, c'est l'année dans laquelle Philippe Desailloux, qui était conseiller général de Chamonix, et le comte Laura di Totino déposent auprès de l'État et auprès de la commune de Chamonix le grand projet de téléphérique de l'Aiguille du Midi, partant de Chamonix Centre, montant en 2 tronçons à l'Aiguille, tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc 1950, fin de l'activité aux voyageurs et cette installation a servi pour aider à la fabrication à travers des lignes de service et la montée de matériel des travaux qui ont permis l'ouverture du nouveau téléphérique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le nouveau téléphérique n'aurait pu exister qu'à la condition sine qua non que celui-ci soit effectivement malheureusement un échec. Et le nouveau téléphérique a pris l'essentiel de ses hommes, de ses matières premières, de son savoir-faire, de l'échec et de celui-ci qui aujourd'hui disparaît progressivement. Aujourd'hui, c'est une ruine. Dans 90% de son parcours, c'est une ruine. Et pourtant, sans lui, l'accès à l'Aiguille du Midi n'aurait pas été possible. Le conducteur doit être toujours parfaitement calme. Il doit exiger du public la discipline nécessaire, par exemple, que les gens restent aux places qui leur sont assignées, qu'ils ne se mettent pas tous du même côté de la voiture. Quand les premières cabines ont commencé à rejoindre l'apparat en 1924 pour les Jeux Olympiques d'hiver, enfin la semaine olympique d'hiver, et puis après en août 27 pour arriver jusqu'ici, c'était des cabines extraordinairement belles en acajou, avec une classe à l'intérieur, la première classe qui était refermée, qui était vitrée. Les passagers de deuxième classe étaient à l'extérieur, avec les skis et le fret qu'on mettait en même temps sur le toit. C'était l'époque des grands hôtels à Chamonix, les Cachas, les Majestiques et ce genre de choses. C'était un tourisme absolument pas démocratisé comme il peut l'être depuis, je dirais, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était un tourisme élitiste, réservé à des gens qui avaient une fortune et qui voulaient avoir des émotions et qui voulaient, toujours pareil, l'idée de base de ce téléphérique, c'est raccourcir la route vers le Mont Blanc. Je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. En passant par l'Aiguille du Midi, on raccourcit la route vers le Mont Blanc. Et oui, plus besoin de monter à partir du centre de Chamonix à pied. On se retrouvait en une petite demi-heure, 3/4 d'heure, à 2500 mètres d'altitude, prêt à monter les 2300 qui restent pour gravir le Mont Blanc. C'était toute une époque. C'était une époque... C'était l'époque des grands chemins de fer, c'était l'époque de la vapeur, c'était l'époque de... C'était pas l'époque de l'électronique, c'était pas l'époque de la communication facile, c'était une époque dans laquelle tout se méritait.
autant pour ceux qui ont construit, qui ont laissé leur peau pour construire cette installation, qui ont laissé leur peau, leur fortune, certains sont morts. Et ce qui est d'autant plus émouvant, c'est qu'aujourd'hui, en octobre 2006, ce que l'on voit, ce que l'on peut voir, c'est qu'il reste des bâtiments, on ne sait pas pourquoi, et on ne connaît pas leur devenir, et surtout, on est partagé sur la sempiternelle question, que faut-il en faire ? Les coudes sur ces pylônes, on dirait quelqu'un qui contemple finalement avec une certaine suffisance la montagne ou le paysage. Et il y a des roues que l'on aperçoit aux extrémités droite et gauche de ces coudes. Ça a aidé à passer cette cabine de voyageur qui, fort de ses 3000 kilos, avait bien du mal avec ses câbles maigres à prendre ses appuis et ça l'aidait à passer les pylônes. Grand nombre de pylônes dans le deuxième tronçon ont été sectionnés et ont servi à la construction des différentes passerelles de la gare de l'Aiguille du Midi aujourd'hui. Quant aux autres, dans le premier tronçon, ils ont disparu quand la route blanche a commencé à taillader la forêt des Pèlerins et la forêt des Grands Bois, car ils étaient, je dirais, dangereux, sans compter ceux qui sont tombés lors de coulées de neige ou d'avalanches. Aujourd'hui, ils n'ont plus qu'une utilité qui peut être discutable, celle de conduire des porteurs électriques qui fournissent la gare de l'Aiguille du Midi en électricité. Il y aurait réellement de la nostalgie si j'avais connu la ligne en activité. Je ne l'ai jamais connue en activité, je ne l'ai connue qu'en ruine. Mais ni amertume, ni non. Toujours les mêmes questions qu'on se pose de savoir qu'est-ce qu'il faut faire de ça. C'est triste, on dirait que les voyageurs sont peut-être déjà partis ou pas encore arrivés. En tout état de cause, ils ne reviendront jamais. Hein. Mais les cabines sont toujours là à attendre définitivement, jusqu'à ce qu'elles s'effondrent ou jusqu'à ce qu'on réhabilite quelque chose peut-être. La saison d'hiver 1935-1936 constituant un essai, les tarifs à appliquer doivent être considérés comme provisoires et susceptibles de modification pour les saisons suivantes. Pour les établir, il faut tenir compte des éléments suivants. Les dénivellations. Glacier Pèlerin, 2406 mètres, 1050 mètres. Dénivellation, 1356 mètres. Comme le départ des skieurs se fait à 100 mètres au-dessus de la station des glaciers, la dénivellation totale est de 1456 mètres. Glacier Para, 2406 mètres, 1695 mètres. Dénivellation, 711 mètres. Piste des débutants, pylône double au Pèlerin, dont la dénivellation n'est pas grande, mais qui offre en revanche un parcours intéressant d'environ 1800 mètres à 2 km. Sur le tronçon, la gare de la Para, c'est une gare double. C'est, je dirais, l'épine dorsale de la ligne. Et là, on est dans l'escalier qui conduit à l'embarquement en direction de la gare des Glaciers. La Para, ça veut dire en patois chamoniard la mi-pente. Cette cabine a une histoire parce que cette cabine, à l'époque du Nouvel Élan, donnée donc à partir de 1933 par Henri Durteste et ses nouveaux associés. Il a racheté du matériel pour essayer de monter un peu le débit de l'ancienne ligne. Et il a remplacé les anciennes cabines par ces cabines qui appartenaient au téléphérique de Rochebrune. D'ailleurs, on voit, c'est encore marqué Rochebrune dessus, et qui étaient à vendre, et qui permettaient d'emmener plus de voyageurs, et surtout de les emmener dans des conditions différentes, c'est-à-dire de les emmener dans quelque chose de fermé, même si aujourd'hui elle a perdu ses vitres. Quand je vois dans quel état elle est, là par contre, je suis en colère. C'est pas quelque chose d'extraordinaire en termes d'architecture, parce que c'est ni plus ni moins que 4 bouts de planche avec de l'alu, mais ça représente une histoire. D'ailleurs, la benne en elle-même, on dirait, enfin ce qu'il en reste, se plaint. Pourquoi veut-on me détruire? On peut lire, là-bas, je suis un témoin, j'ai une histoire, sauvez-moi. C'est quand même dommage que les gens s'acharnent dessus à essayer de la détruire, alors que c'est quelque part, je dirais effectivement, un monument historique. Je suis dedans, j'espère que le téléphérique se remette en marche, parce que quelque part, il pourrait desservir une
Les contreforts de l'Aiguille du Midi, cette piste des glaciers, enfin il y a toute une histoire, quoi. On a envie de la revivre, même de la vivre. Enfin moi ce serait plutôt de la vivre parce que je ne l'ai jamais vécue. Et puis, je ne sais pas, une sorte de curiosité, de sensation, c'est tactile, c'est visuel, il y a une odeur, ça sent le vieillot et en même temps je me sens complètement tourné vers l'avenir, donc c'est tout le paradoxe de l'homme, hein. Les barèmes de prix de la concurrence à Chamonix, Le Brévent, à Megève, Rochebrune et Mont d'Arbois, les tarifs proposés donnent lieu aux observations générales suivantes. Petit a. Il ne semble pas qu'il faille favoriser la piste des débutants au détriment de la montée des skieurs pour les glaciers. Prévoir dans le règlement que la priorité appartient à ces derniers, mais réserver à chaque voyage pour les débutants un minimum de places 4 à 6 par exemple. Il n'y a rien qui justifie sa présence sauf l'idée de ne pas oublier ce que ça a été. En fait, il conviendrait de faire le ménage. Mais faire le ménage, ça ne veut pas dire la détruire. Faire le ménage, c'est détruire la structure bétonnée du 3e tronçon qui est épouvantable. Peut-être réaménager la gare des Glaciers, peut-être réaménager la gare de la Para où nous sommes. Supprimer les pylônes qui sont vraiment une verrue dans la nature. Tant qu'ils sont enfouis dans la forêt, ça ne dérange pas à la limite. Mais quand on les voit à partir du refuge de Pierre Pointu, quand on les voit grimper de 2000 jusqu'à 2004, les uns derrière les autres, distants de 15 à 20 mètres à certains endroits, on ne peut vraiment pas dire que ça rend hommage à un site aussi grandiose que celui du Mont Blanc. Donc il y a eu cette réhabilitation de la gare des Pèlerins qui est extraordinaire, à l'initiative de la commune, qui a vraiment pris les choses en main. Ces poteaux sont beaux. Ce granit qui a été taillé, qui a été façonné par l'homme sur cet escalier, c'est de la belle ouvrage. C'est de la belle ouvrage. Quand je pense que c'est là depuis 1920, ça fait 80 ans que c'est en place, c'était quand même construit pour durer. Sauf que l'histoire en a décidé autrement, quoi. Et aujourd'hui, en parler, c'est rendre hommage à la ligne et c'est la faire quelque part fonctionner encore un petit peu de façon virtuelle. Chamonix, ce 1er avril 1936, ordre de service. Il est rappelé à tout le personnel qu'il est préférable de perdre un peu de temps pour assurer sa sécurité que de risquer un accident. La majeure partie des accidents qui arrivent sont le fait d'imprudence ou d'inattention. En conséquence, tout ouvrier, victime d'un accident, si minime soit-il, même une piqûre ou coupure qui lui paraîtrait bénigne, doit aussitôt venir en faire la déclaration au chef de station. Aussitôt que l'accident sera guéri, il sera passible d'un certain nombre de jours de mise à pied, dont la durée sera fonction de l'imprudence commise. Le chef d'équipe ou le contremaître, sous les ordres de qui était placé l'ouvrier accidenté, sera passible d'une sanction analogue. Tout ouvrier qui ne sera pas venu faire aussitôt sa déclaration d'accident par crainte de sanction ou pour toute autre raison sera renvoyé. C'est l'histoire de la première conquête de la montagne par le développement touristique pour le ski. Et on a eu les moyens à l'époque, c'était comme ça, de construire ce qui reste des monuments. Ces gares en granit taillé, c'est magnifique. Il faut savoir si dans la conscience de la vallée de Chamonix, des gens, ça fait bien partie de leur histoire. Et je pense qu'il faut peut-être respecter ces réalisations qui sont des monuments impressionnant. Bon, cela dit, il y a aussi des cabrettes en bois qui traînent sur les lieux, des câbles, tout ça, ça pourrait se nettoyer. Mais le problème, c'est bien de trouver une nouvelle vocation. Si on dit, ça fait partie de notre patrimoine, on veut le garder pour en faire quelque chose, mais pour faire quoi? On n'a pas la solution. Eh bien, peut-être que ça sera comme les temples khmers, enfouis dans la végétation à l'échelle des siècles, et que ce beau granit va rester aperçu pour ceux qui
d'aventures passeront là, mais qu'on ne pourra pas avoir le courage et l'argent d'en faire quelque chose de positif. Et ça, c'est la réalité qui commande.